Grégory Magne, donc après les rencontres du Sud, les rencontres de Gérard May. Alors votre film, Les Musiciens... Sold 10,500,000 pounds for this Stradivarius cello. Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments. Qu'est-ce qu'on va en faire? Leur premier concert. Un quatuor de Charlie Beaumont. J'en ai jamais entendu parler. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été joué. Je vais le faire. Premier violon, j'imagine. Oui. Hello tout le monde, je viens d'arriver, je suis trop contente d'être là. Je vais aller rejoindre les autres membres du Quatuor, Georges Massaro, Peter Nicolescu et enfin Lise Carvalho. N'oubliez pas la photo pour Paris Match, hein. Tout le monde me regarde. Alors on n'hésite pas à sourire, hein. En 2 jours, ils n'ont pas été capables de régler un seul mouvement. Samedi, ils sont censés en enchaîner 4. On reprend à 11. Pourquoi on reprend à 11? Parce qu'avant ils jouent pas. Ça va? Bon, s'il y en a bien un qui sait comment ce truc se joue, c'est bien lui. 1, 2, 3. Enfin, 4 bons musiciens, ça n'a jamais suffi à faire un bon quatuor. Ça se saurait. Quel est justement aussi votre rapport à la musique? Parce que vous êtes tout à fait crédible. Toute l'histoire est autour de s'autoriser à rêver, à croire qu'on peut être, à croire qu'on peut faire, même si c'est modeste, même si ça casse pas tout de suite la baraque, tout ça. Nos métiers, c'est ça. Donc c'est une autorisation de croire. On s'autorise, nous autorisons. Je m'autorise à un moment donné à croire que je peux être. Évidemment, si je suis tout seul, ça marche pas. Il faut qu'il m'autorise aussi, ou qu'il me le demande. Et à partir de là, c'est un régal, parce que pour moi, la musique est un langage qui n'a pas besoin de mots. C'est une façon, c'est ce que je dis, je crois, à un moment donné, dans une phrase du texte, et que je fais de la musique parce que ça m'évite des pesanteurs du langage, quoi. Et qui est une phrase de toi. Oui, c'est une phrase de moi que tu m'as entendu dire. Il m'a dit, tiens, note-le, c'est intéressant. On l'a noté, puis on l'a remis dans le texte. Mais oui, tu as raison. C'était... Et en même temps que vous changez de personnage, vous avez toujours une musique différente. Oui. Pour pouvoir les interpréter. Ah, mais évidemment. Mais à une époque, j'écoutais de la musique. Je me souviens très très bien d'aller sur des tournages. À l'époque, j'avais une voiture, je n'en ai plus. Et de mettre certaines musiques spécifiques avant d'aller travailler, parce que je savais j'y trouvais l'énergie qui me semblait adéquate pour telle ou telle autre chose. Voilà. Oui, de la musique, ça a toujours été... Moi, j'ai commencé à oser envisager une carrière artistique, dont je ne savais pas du tout à l'époque ce qu'elle pourrait être, en faisant de la musique, en osant jouer de la clarinette en public. Et je jouais très très mal, je vous assure que je jouais comme une patate. J'avais 1 an de clarinette, j'avais même pas de prof de clarinette. J'apprenais tout seul, mais comme un fou, j'arrêtais pas. Le matin, tout le temps, je travaillais. Et 1 an, en gros, après, je me suis trouvé avec des copains à jouer devant quand même 4000 personnes, dans un festival de jazz de ma région, là, Jam Potatoes. C'était impressionnant. Et je jouais très 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 mal. Justement, dans cette série, vous êtes un personnage qui écoute aussi. Oui, mais... Quel est d'écouter justement vos semblables dans un personnage? Est-ce que ça vous a apporté beaucoup? Mais évidemment, c'est la clé. C'est la seule chose à faire dans la vie, comme personnage ou en analyse. C'est la plupart du temps, c'est qu'est-ce que je peux recommander à quelqu'un? J'ai une idée précise de quelqu'un qui était en panique, en situation professionnelle. Je lui ai dit, appuie-toi sur les autres. Écoute-les. Appuie-toi sur eux. Ça a marché. Juste de dire ça, écoute-les très attentivement. C'est le seul moyen pour qu'il arrête de ruminer un truc qui le mettait dedans, quoi. Enfin bon. Écoute les autres, quoi. Bon, c'est vrai de tous les... Il y a 36 façons d'écouter, parce que j'ai failli répondre tout à l'heure, j'en ai pas parlé parce que c'est cap du sujet de la musique, mais je me suis exercé, travaillé, à un moment donné, il y a quelques années, j'ai commencé à faire du pastel. Non, j'ai jamais vraiment essayé. Bon. C'est oser, s'autoriser à essayer de voir ce qui se passe avec la couleur. C'est une façon d'écouter aussi. Et puis, oser essayer de faire quelqu'un, un visage. Ben, c'est le mien que j'ai fait. Et c'est plutôt pas mal.
parce que j'ose pas en faire d'autres. J'ai peur d'esquinter. Bon, vous comprenez que tout ça est très précieux. Or, c'est écouter, c'est s'écouter soi quand on fait un truc dans le miroir et qu'on se regarde. Bon, mais enfin, c'est écouter l'autre. Être un grand peintre, c'est quand même capter quelque chose de la personne, ou de l'atmosphère, ou de quelque chose. Bon. Être un musicien, c'est pareil. Être acteur, c'est pareil. On est des éponges. On parlait à propos de Grégoire Hetzel. C'est le seul. Enfin, si, j'ai rencontré quelques compositeurs, mais je n'en connais pas des milliers, des cents. On est des éponges. Et puis écouter ton partenaire. Écouter le partenaire, c'est fondamental. Il n'y a même rien rien ce que toi tu as à faire. Mais évidemment. Et c'était très vrai avec Frédéric, mais moi je sais que j'étais journaliste avant, au début quand j'étais jeune, et j'ai pas fait d'école, et puis un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné, et comme c'était un gars qui avait eu le prix Albert Londres, je l'ai écouté, il me dit tu poses ta question, tu écoutes la réponse, et tu relances pas. Mais avec les yeux, tu vois, et là la personne elle reformule la même chose, mais elle va te sortir le truc ciselé, le diamant, quoi. Parce que dans sa tête, la première fois, elle a réfléchi, puis la deuxième fois, elle le formule. Et donc, à chaque fois que je faisais des interviews, soit en documentaire, je faisais ça. Et dans le jeu, il y a un peu ça, c'est-à-dire que pour les parties où Frédéric fait ses briefs et ses débriefs de compositeurs, où beaucoup de gens disent « Waouh, c'est improvisé, c'est machin ». Là, c'est pas improvisé, mais quand même, il y avait ce truc où on s'autorisait de partir un peu plus loin, machin, et puis on refaisait une prise sans forcément donner des kilos d'indications, tu vois. Comment se sont faits les choix artistiques du film avec les morceaux que vous avez choisis? Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le scénario qui a dicté la composition, en tout cas le cahier des charges de la composition. D'abord, très généralement, il fallait, pour que ça colle à l'histoire et au personnage, que ce quatuor ait pu être composé par un compositeur à la fin des années 90. Donc à cette époque-là, on est quand même dans un style musical particulier, avec des influences particulières, et il fallait que de ce point de vue-là, ce soit crédible. Ça, c'était la première contrainte. Et puis ensuite, à chaque séquence musicale, on raconte pas la même chose. C'est-à-dire que la musique, elle occupe un peu la fonction que pourraient occuper des dialogues dans une scène plus traditionnelle. Donc le dialogue avec Grégoire Hetzel qui a composé la musique, c'était là je veux qu'on comprenne qu'il y a de la rivalité. Là je veux qu'on comprenne qu'ils sont en train de trouver quelque chose. Là je veux qu'on comprenne qu'ils sont en harmonie. Et il fallait qu'il me compose une musique qui raconte ça de manière très claire, et avec la difficulté qu'on a quatre personnages qui sont des virtuoses. Donc c'est pas des gens qui vont faire des fausses notes, c'est pas des gens qui vont se tromper facilement, qui vont chercher pendant des heures comment le truc se joue. C'est assez naturel pour eux. Et l'enjeu, c'est plus sur comment ils s'entendent et pensent la partition de la même manière. Et rendre ça très intelligible, même pour un non-musicien, non-mélomane, pour le grand public. Comment vous avez choisi les autres morceaux musicaux? Tous les autres, c'est les musiciens eux-mêmes, les personnages, les comédiens qui ont choisi ce qu'ils voulaient jouer. Ils me proposaient, ils me faisaient écouter, etc. Et moi je validais, mais c'est eux qui l'ont choisi. Vous aviez déjà une culture de mélomane ou pas? Non, modestement, non. Oui, comme tout le monde, comme la vulgarisation. Ouais, pas beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais après, Grégoire Hetzel, le compositeur, il m'a fait découvrir, écouter des choses, c'est comme tout, dès qu'on s'y intéresse, on est un peu moins bête, puis un peu moins bête, puis un peu moins bête. Mais j'avais presque même un complexe par rapport à la musique classique. Dans le sens où je voyais bien que ça me parlait très fort, que ça m'écoutait, mais ça me semblait une jungle que je ne savais pas par quel bout prendre ça. Voilà. Et vous avez eu un coup de foudre pour un compositeur de musique classique? Barber, Dvorak, voilà, que je connaissais sans l'identifier, etc. Et puis que j'ai écouté beaucoup plus en totalité. Voilà, et puis après... Bach, Beethoven, évidemment. Mais c'est intéressant aussi de justement se dire ah oui, pourquoi Beethoven, pourquoi Bach à cette aura-là, pourquoi et de finalement finir assez vite par reconnaître
Du Mozart, du Bach, du Beethoven. Et est-ce que le compositeur, dans sa composition, justement, alors moi je ne suis pas assez mélomane pour savoir, mais est-ce qu'il s'est servi de ses influences classiques? Oui, forcément, c'est-à-dire que par rapport à la période, il s'est dit alors qui on écoute à cette époque-là, qui sont les stars de ce moment-là, donc quelqu'un comme Philip Glass par exemple, qui est très très haut, qui est arrivé avec cette musique répétitive qui prend beaucoup de place aussi dans le classique. Au niveau des instruments, là, vous visez le plus haut, c'est-à-dire les Stradivarius, c'est quand même... Ouais, le plus haut en prix, avec quelques autres, mais oui parmi les plus hauts. Voilà, c'est parmi les instruments les plus prestigieux, et en plus les plus coûteux aussi. Surtout ça, parce que c'est devenu des vrais objets de spéculation. C'est-à-dire que les musiciens, concrètement, à quelques exceptions près, ne peuvent plus payer ces instruments. Du coup, c'est des instruments qui appartiennent à des fondations, à des collectionneurs, à des banques qui leur prêtent en échange d'une publicité, c'est-à-dire que sur le disque ou sur le programme du concert, vous avez marqué « Il joue sur tel Stradivarius, propriété de... » voilà. Et c'est assuré, ils sont assurés, je suppose. Du coup, ils sont assurés par la banque, la fondation. Quand ils les prêtent, c'est chouette, mais ce qui est dur, c'est quand ils les reprennent. Parce que tout à coup, c'est plus intéressant de prêter à un autre musicien qu'à vous. Donc c'est des contrats comme ça qui ont des durées limitées et ça peut être terrible. Est-ce que le violon, la contrebasse, vous, c'est quelque chose que vous aimez, ou est-ce qu'il y a des instruments que vous préférez, et est-ce que vous avez déjà joué d'un instrument? Alors d'un de ceux-là, non. Le violoncelle, vraiment, c'est un instrument qui me fascine. Et c'est marrant, il y a quelques jours, j'ai presque regretté de ne pas avoir acheté le violoncelle du film. Ah oui? Et je me suis dit, tiens, c'est quand même un instrument, peut-être j'aurais aimé apprendre ça, parce que je trouve qu'il y a une rondeur, une chaleur, et même dans la manière dont on en joue, quelque chose de très proche du corps, et puis qui marche très bien tout seul. Les pièces de Bach pour violoncelle seul, c'est incroyable, quoi. Donc il y a besoin de rien d'autre et sinon un lieu qui rende hommage à ça, quoi. Mais sinon vous ne jouez pas d'instrument? Je joue de la guitare, moi. De la guitare? Ouais, un petit. J'en ai joué pas mal quand j'étais adolescent et puis je sais encore en jouer, mais voilà, je joue de la guitare. Et vous jouez quoi, par exemple? En guitare, plus folk, quoi. Ouais, du folk. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Folk. Ouais. Non, mais parce que quand on joue de la guitare acoustique seul, on va assez naturellement vers quelque chose de pop folk. À aucun moment vous regrettez de ne pas être musicien? Ah si, il y a plein de fois. En plus, il y avait un piano chez moi et j'ai fait quelques leçons, mais je regrette vraiment ça, de ne pas savoir quand il y a un piano quelque part, pouvoir m'y mettre et mettre l'ambiance. Et c'est la première fois que vous faites un film sur la musique? J'ai fait un film avec Michel Delpech, donc c'était pas sur la musique, mais il y avait quand même Michel Delpech qui jouait Michel Delpech. C'était un documentaire ou c'était... Non, c'était un film où Michel Delpech jouait mon premier long métrage. C'est Michel Delpech, L'air de rien, qui interprétait Michel Delpech. D'accord. Mais un Michel Delpech fauché, poursuivi par les huissiers, obligé de refaire de la chanson pour payer ses dettes. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique aujourd'hui principalement? Moi j'aime beaucoup le blues. Est-ce que ça me sert? Non, la musique, c'est pas. Je mets pas de la musique quand j'écris, par exemple. Ça, c'est impossible. En plus, moi, je suis vraiment, même sur le volume, je suis très sensible, donc j'ai toujours tendance à baisser les volumes. Et les émissions, on n'entend rien, mais si. Non, mais toujours ces influences américaines, quoi, ce que je joue, c'est-à-dire blues, folk, country, un peu de groupe anglo-saxon si on va plus vers le rock. Et voilà, mais après je peux aimer beaucoup de chansons françaises. Je me demandais si l'histoire des 4 stades, les 4 violons, violoncelle, c'était une histoire vraie ou c'était complètement imaginaire? J'adore qu'on me pose cette question. Et ça me rappelle, je vais répondre, mais ça me rappelle une anecdote. C'est Michel Leclerc qui m'avait raconté ça. Il avait écrit un scénario d'un film dont je ne saurais pas vous dire le titre, dans lequel... C'est le réalisateur du prochain film qui sortira, qui s'appelle Le mélange des genres. Absolument. Et il avait écrit un scénario dans lequel quelqu'un racontait qu'il y avait un écrou de la Tour Eiffel, enfin un boulon, pardon, de la Tour Eiffel, si on le retirait, tout s'effondrait. Et un jour, des années plus tard, il entend ça dans une conversation alors que c'était totalement inventé. Voilà. Et ça lui avait beaucoup plu. Et moi, j'adore quand les gens ont envie d'y croire très très fort. C'est totalement faux. Il y a quand même des bribes
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a, c'est même plus compliqué que ça, et c'est là que c'est une bonne question. Stradivarius, il y a à la cour d'Espagne par exemple un quintet, donc 5 instruments, fabriqués exactement dans le même style, la même esthétique par Stradivarius, mais il faut savoir que la forme musicale du quatuor, telle qu'on la connaît, elle a été inventée quelques années après la mort de Stradivarius, officiellement. Mais après, il est probable qu'il ait fait des instruments à une même époque, avec les mêmes essences de bois. En fait, Stradivarius, ce qui fait aussi sa force, c'est que, comme il a une carrière très longue, de ses 15 ans à 91 ans, et qu'il essayait beaucoup de choses, on a vraiment des périodes, tous les 5-6 ans, il faisait les choses différemment. Donc on peut se dire que 4 instruments qui auraient été construits sur cette période très précise peuvent se ressembler. Après, un quatuor, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il ne suffit pas que les instruments aient le même vernis, le même bois, la même facture. Il faut justement qu'ils se complètent et qu'ils se distinguent quelque part. Donc trouver le bon équilibre entre le premier et le deuxième violon. Si les deux sonnent pareil, ça peut produire quelque chose d'intéressant, mais ça peut aussi être contre-productif. Moi, j'avais l'exemple, par exemple, d'un violoncelliste qui avait rejoint un quatuor. Il venait de trouver son violoncelle après des mois et des mois de recherche, allé à New York, à Londres, etc. Il venait de trouver le violoncelle qui lui convenait. Et puis il intègre un quatuor dont le violoncelliste était parti faire de la direction d'orchestre. Et il se trouve que le quatuor jouait sur 4 Stradivarius qui appartenaient tous à un collectionneur suisse. Et lui, il a dit, moi j'ai mon violoncelle et je l'ai enfin trouvé et je tiens à jouer sur lui, quoi, parce qu'en plus il laissait le Strad et il pensait que c'était pas la bonne option. Et du coup, le collectionneur a repris les 4 Stradivarius. Donc les 3 autres ont dû chercher d'autres instruments. Et après, des concerts organisés où on va prendre un répertoire de quatuor et où on va prendre des noms prestigieux pour jouer pour telle occasion, ce qui n'a rien à voir avec un quatuor constitué, ça existe aussi. Mais les violons, non, mais ça c'était une des leçons de... Ouais, ça se casse, ça se répare, il n'y a pas de souci. Comment il a dit? Ah oui, que ça s'appelait des arlequins. Les arlequins, c'est les Stradivarius reconstitués de plusieurs instruments. Parce que les 200 ou 300 ans d'existence font qu'ils ont été abîmés, qu'ils ont été réparés. Donc il y a un instrument où on n'a plus que la table, un autre où on n'a plus que le manche, etc. Et on refait un Strad de plusieurs. Est-ce que ce film vous a donné envie de faire encore d'autres films sur la musique? Ah ouais, je crois. De styles différents? Sincèrement, oui, pour plusieurs raisons. Et à commencer pour ce que la musique impose presque au tournage. C'est-à-dire que tout à coup, vous tournez et il y a des gens qui jouent de la musique en vrai. Donc ça veut dire qu'il y a des problématiques de son très particulières, qu'il y a un enthousiasme particulier, que ça nécessite une espèce de sérieux dans le travail qui respecte le travail. Pas des comédiens, mais des comédiens jouant de la musique. Parce qu'il faut dire que la musique, vous l'avez, elle a été jouée en live. En tout cas, une partie. Ouais, alors une partie est jouée en live, une partie pour des raisons de montage, etc. Était jouée, mais avec un playback témoin. Mais les 4 comédiens savaient jouer tout le quatuor parfaitement, puisqu'ils doivent le jouer à l'image. Donc il y avait l'envie de proposer aux spectateurs cette manière un peu particulière d'écouter la musique, et c'est particulièrement vrai avec les cordes, où il y a plein de choses qu'on entend, selon si on est à droite ou à gauche du quatuor, c'est pas la même chose. Enfin, il y avait cette envie dans le film de pas faire un son de Dutch gramophone, quoi. Faire un son où on a l'impression d'être avec les personnages quand ils jouent comme s'ils parlaient. Et donc ça, c'était le défi de cinéma qui m'intéressait et où je me suis dit, voilà, les spectateurs qui iront voir le film en salle, ils auront cette prime-là, quoi, de pouvoir ressentir le film d'autant plus fort qu'ils auront un son 5.1 qui vient de partout et qu'il y aura une vraie plus-value en termes d'expérience. Vous avez fait part de leur choix? Ouais, sauf pour le My Girl. Ah oui? Ça, c'est mon idée.
Est-ce qu'au niveau de la production, ça a été facile à faire accepter ça? Parce que c'est vrai que vous ne saviez pas au départ quels étaient les morceaux qui allaient être... Ah si, on s'était mis d'accord, on s'était mis d'accord. Mais en plus, là, on est sur des compositeurs très anciens, où il n'y a pas de question de droit, parce qu'ils sont décédés depuis tellement longtemps que c'est dans le domaine public. Oui, ça va. Et la musique porte sur un film? Au tournage? Oui. C'est même au-delà de ça, c'est pas que de la joie. C'est-à-dire que là, il y avait un truc... mais après, je sais pas si c'est lié qu'à la musique, mais peut-être le fait qu'il nous impressionnait quand même dans ce qu'il faisait. Il n'y avait pas d'ego sur pas de problème d'ego plutôt. C'est pas bien de dire qu'il n'y a pas d'ego. Mais sur le plateau, personne n'avait rien à prouver à l'autre et tout s'est fait dans une ambiance vraiment extrêmement chouette. Et puis, oui, j'étais avec une équipe où il y avait des gens qui se connaissaient depuis longtemps, qui avaient fait Louis Lumière ensemble, les ingé-sons, le chef-op, un chef-op qui bosse avec une équipe qui connaît depuis 20 ans. Donc les choses étaient très douces, quoi. Et puis moi, c'est mon tempérament aussi. Je n'aime pas les réalisateurs un peu tyrans. Je trouve que c'est pas comme ça et que si on veut... Comment dire ? Ce qui est très beau dans un film, je trouve, c'est que vous vous rendez compte, au final, que le film il est plus intelligent que vous n'êtes intelligent, plus poétique que vous n'êtes poète, plus drôle que vous êtes drôle vous-même, parce que c'est la somme des comédiens, des techniciens, d'une monteuse, de vous, etc. Et pour que ce truc existe, il faut que chacun ait le temps de bien faire son boulot. Et donc ça, c'était la responsabilité du premier assistant, mais qui l'a fait super bien, c'est de se dire, quand la maquilleuse vient pour un raccord, on lui laisse le temps de bien faire son raccord, même si on est à la bourre, et même si ça va nous coûter une prise en moins, parce que sinon, demain matin, elle va arriver, elle ne sera pas contente si on ne lui laisse pas faire ce boulot. Et donc vraiment, ce truc-là, ça marche très fort, c'est de laisser chacun exister et donner le meilleur de ce qu'il a à donner. Est-ce que vous, en tant que réalisateur, vous avez eu l'impression de vous comparer à un chef d'orchestre pour mettre tout ça en scène? Oui. Et les, et les musiciens? C'est de la musique, le jeu. Étaient aussi des musiciens, quoi. Ils portaient cette... Ouais. Non, mais ça, c'est marrant, parce qu'on est réalisateur, on se permet comme ça d'aller très loin dans les observations qu'on peut faire, même à un musicien, alors qu'on n'est pas soi-même ni compositeur ni musicien. Et puis même déjà le compositeur, lui dire « ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je trouve que c'est trop ceci, trop cela ». Donc les acteurs, ce sont des instruments aussi. Ça, c'est sûr, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que non, mais la musique... Bon, bien sûr, il y a le cadre, mais sinon, diriger les yeux fermés, ça peut... c'est une méthode valable, quoi. D'écouter ce qui se passe et de se dire est-ce que j'y crois, quoi. Je pense vraiment que le son au cinéma, par exemple, a plus d'importance que l'image. Et que, par exemple, les voix des acteurs, le grain même avec lequel c'est enregistré, enfin, comment l'acteur lui-même travaille, c'est musical. Bien sûr que c'est musical. Une langue est musicale. Avant même de signifier quelque chose, elle sonne. On dit du français qu'il est très à plat, ce qui est vrai par rapport à beaucoup d'autres langues. Mais on le voit bien dans d'autres langues, comment ça, c'est très musical. Est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre ce qui est dit? Ça dépend. Les uns et les autres, on est des fois oui, des fois non. Des fois, la musique suffit, où on comprend avec une expression. Ça, c'est le travail de l'acteur. Donc, moi, je pense qu'en effet, c'est très... Au fond, on voit bien des choses de passage avec les musiciens. Oui. Et puis, vous avez un chef d'orchestre. Ah ben oui, on a un chef d'orchestre, absolument. C'est important. Mais alors, vous parlez de chef d'orchestre. Ce qui est particulièrement intéressant dans le quatuor, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, c'est là où l'image du vol des tourneaux est magnifique, est une idée formidable. Parce qu'en effet, dans un vol des tourneaux, il n'y a pas de chef. Bon, en tout cas, nous, on vous remercie. Le film sort quand? Le 7 mai. Je crois qu'on n'est pas pareil, en fait. Ça veut dire quoi, ça? Pauline? Laissez-moi, je vous dis. Toujours cette manie de te cacher pour travailler. Vous vous entendez bien avec Peter? Vous êtes observateur. On est fâchés à mort. Pensez à ces nuées des tourneaux. Qu'est-ce qui se passe avec ces centaines, ces milliers de tourneaux qui font des rondes comme ça dans le ciel?
Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de règles. J'ai tout fait pour que ce concert soit magnifique, et vous faites tout pour que ce soit un désastre. Alors merde! Ça vous a plu? Pas simple, hein. Vivaldi, pas simple.